Bonjour Benjamin Besse. Bonjour. Alors vous êtes professeur d'oncologie médicale et directeur de la recherche clinique ici à l'Institut Gustave Roussy. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Le cancer, c'est un mot qui fait peur. Pourtant, derrière ce mot, il y a des milliers de médecins et de chercheurs qui travaillent d'arrache-pied avec à la clé une profusion d'avancées parmi lesquelles il y a l'immunothérapie. C'est l'un des traitements les plus innovants à l'heure actuelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste ? Le cancer, c'est une cellule de notre corps, donc c'est une cellule normale qui va devenir tumorale parce qu'elle aura été agressée et ses gènes auront pu se modifier, par exemple acquérir des mutations. Il y a plusieurs processus qui définissent un cancer. Une des définitions, c'est que les cellules deviennent immortelles et peuvent se diviser à l'infini. Mais un des processus est que les cellules peuvent devenir invisibles au système immunitaire, c'est-à-dire que le système immunitaire, c'est notre armée qui est éduquée pour reconnaître le soi et ne pas l'agresser, et le non-soi et l'agresser. Le non-soi, c'est par exemple une infection, des bactéries, un virus ou un corps étranger qu'on aurait laissé dans le corps. Et le cancer, qui finalement est issu du soi, puisque c'est une cellule normale, garde cette propriété de dire « je suis comme un organe normal, il ne faut pas m'agresser ». L'immunothérapie, elle est là pour essayer de réveiller le système immunitaire et qu'il reconnaisse le cancer comme du non-soi et plus comme du soi, c'est-à-dire débusquer le cancer. Et dans un certain nombre de cas, un peu plus fréquemment, par exemple dans le mélanome que dans d'autres types de cancers, mais ça marche dans beaucoup de cancers, le système immunitaire reconnaît la cellule tumorale qui est débusquée et va l'attaquer comme un corps étranger, comme une bactérie, la détruire, parfois faire tout disparaître. On sait que l'immunothérapie, ça peut prolonger l'espérance de vie des patients, parfois de façon assez extraordinaire. Mais est-ce qu'on peut imaginer demain guérir les patients avec une immunothérapie ? Alors aujourd'hui, on a certains de nos patients qui ont des rémissions complètes de leur maladie. Alors leurs maladies sont caractérisées comme non curables parce qu'elles sont métastatiques avec plusieurs sites par exemple métastatiques et donc on explique aux patients qu'on va essayer de transformer cette maladie en maladie chronique. Mais quand on a un cancer localisé, globalement on dit qu'à 5 ans, s'il n'y a pas de nouveau cancer de récidive, le cancer est guéri. Et finalement ces patients qui ont des cancers métastatiques qu'on caractérisait comme non curables, si à 5 ans de l'immunothérapie, on n'a plus de traces de cancer, comment on doit les appeler? Et aujourd'hui, on n'ose pas toujours dire guérison. Peut-être qu'il faudrait qu'on invente un mot pour caractériser l'état de ces patients, mais on pense probablement qu'il y a une toute petite fraction de ces patients qu'on peut déjà guérir. Et effectivement, le but, c'est augmenter les taux de réponse à l'immunothérapie, et pour ça, il y a plusieurs voies. Alors, on confond souvent immunothérapie et thérapie ciblée. Quelle différence ? Alors, l'immunothérapie, c'est un traitement qui est un peu plus récent. C'est notre deuxième grande révolution et la première a été les thérapies ciblées. C'est vraiment le tout début des années 2000 et la thérapie ciblée, en fait, s'oppose à la chimio. La chimio, c'était des produits qu'on va trouver dans la nature ou synthétisés et qu'on testait chez des patients. Ça tue les cellules qui se divisent, alors les cellules saines et les cellules tumorales, et on utilisait la chimio à des doses qui permettaient de ne pas tout détruire sur les cellules saines et d'en détruire le maximum sur les cellules tumorales, mais sans vraiment comprendre exactement comment ça fonctionnait et dans quelle situation. Thérapie ciblée, on prend le problème à l'envers parce qu'on a avancé sur la compréhension de la biologie du cancer. On fait les choses à l'envers parce qu'on étudie un cancer et on va essayer de trouver quel est son principal talon d'Achille. Par exemple, la multiplication des cellules tumorales va être essentiellement liée à un gène muté. Un gène, ça se transforme en protéine et donc ça va faire une protéine anormale. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller inhiber cette protéine qui donne le signal de prolifération. La thérapie ciblée, ça va sur la cellule tumorale, donc on traite le cancer lui-même. L'immunothérapie, c'est pas le cancer qu'on traite, c'est l'hôte, l'enveloppe, le corps humain, que l'on stimule pour aller attaquer le cancer. Donc c'est une voie, et d'ailleurs, dans beaucoup de situations, on peut utiliser les deux ensemble. La thérapie ciblée, ça permet aussi de préserver les cellules saines, contrairement aux chimiothérapies? Oui, alors malheureusement, pas complètement. On va être plus spécifique de la cellule tumorale, mais malheureusement, en général, il y avoir aussi
des effets secondaires généraux, mais souvent moindres qu'une chimiothérapie. Par exemple, on a beaucoup plus rarement la perte des cheveux ou la baisse des globules blancs. Alors, autre espoir, c'est la vaccination thérapeutique contre le cancer. Là, il ne s'agit pas de prévenir, il s'agit de soigner. Alors, vaccination thérapeutique, on repasse dans le champ de l'immunothérapie. La vaccination, on l'utilise pour prévenir des maladies infectieuses. Bon, c'est souvent comme ça qu'on le connaît. Eh bien, on essaie de faire la même chose pour le cancer. Alors, le cancer est déjà présent dans le corps, donc le vaccin n'est pas préventif mais thérapeutique parce que la maladie est déjà installée. Et donc, je prends souvent cet exemple. On va dire, par exemple, au système immunitaire, toute cellule qui a une casquette rouge, c'est une cellule tumorale. Donc, on va apprendre au système immunitaire de détruire toutes les cellules qui portent une casquette rouge. Donc on essaye de trouver la casquette rouge de la cellule tumorale, c'est-à-dire on essaye de comprendre quel est le marqueur qui pourrait être présent uniquement sur la cellule tumorale, et donc on essaye d'éduquer le système immunitaire. Alors on fait beaucoup aujourd'hui, et c'est ça qui fait beaucoup couler d'encre, des vaccins sur mesure, à façon. C'est-à-dire qu'on va par exemple opérer un cancer, analyser le cancer que l'on a opéré et regarder quelles sont justement toutes ces fameuses mutations dont je parlais, les protéines anormales propres de ce cancer, et faire un vaccin, alors c'est souvent avec la technologie ARN, à la carte pour le patient. Donc vous voyez, c'est de l'immunothérapie, mais on ne va pas stimuler globalement le système immunitaire, on va lui apprendre à reconnaître un signal de danger et à aller détruire les cellules porteuses de signal de danger. Avec une difficulté, parce que là, il s'agit de vaccins qui sont, vous le disiez, personnalisés. Oui. Donc, à des coûts importants. Chaque patient a son propre vaccin en fonction de son propre cancer. Est-ce que c'est tenable? Est-ce qu'on va pouvoir financer de tels vaccins? On pourra les financer si on a une efficacité qui est très grande. Parce que si par exemple en post-opératoire, ça permet de drastiquement diminuer les récidives, eh bien c'est des patients qui vont vivre sans avoir de cancer, qui vont aller travailler, qui n'auront pas besoin de soins. Donc le coût pour la société sera moindre. Mais il faudra qu'on ait, on va dire, une puissance de feu très, très importante de ces vaccins. Alors, les vaccins à la carte dont on parle, c'est une famille de vaccins, mais il y en a d'autres. Il y a aussi des compagnies qui développent des vaccins génériques en disant, bon, je vais prendre par exemple un cancer du poumon et puis je vais regarder des cibles très fréquemment exprimées par tous les cancers du poumon et faire un vaccin qui va globalement couvrir tout le spectre. Et donc je ne vais pas faire un vaccin à la carte, je vais faire un vaccin qui sera le même pour tous les patients. Donc il y a des stratégies différentes. On parlait du vaccin tel qu'on le connaît aujourd'hui dans la société, qui est le vaccin de prévention de l'infection. N'oublions pas qu'on peut prévenir des infections responsables de cancer. Je pense par exemple à HPV, on a un taux de couverture de la vaccination HPV qui est encore très faible. Or, vacciner nos jeunes pour le HPV, c'est empêcher des infections ORL ou sexuellement transmissibles HPV, et donc prévenir des cancers, le papillomavirus, et prévenir des cancers liés à HPV. Donc c'est la vaccination classique, mais elle peut servir aussi à prévenir le cancer. Lors du dernier congrès international de cancérologie, on a beaucoup parlé du dépistage du cancer avec une simple prise de sang. On a appelé ça la biopsie liquide. Selon vous, ça peut devenir une réalité dans les années à venir? La prise de sang qu'on appelle la biopsie liquide n'est pas quelque chose qui permet de faire un diagnostic. Donc le terme biopsie n'est pas extrêmement juste, mais on appelle ça aujourd'hui des biopsies liquides. Qu'est-ce que c'est? C'est rechercher dans le sang des marqueurs spécifiques d'un cancer. Il y a un cas qui est très très connu, c'est pour le cancer de la prostate, on recherche un marqueur qui s'appelle le PSA. Bien, finalement, la biopsie liquide, c'est un peu ce principe-là, parce que dans le cancer de la prostate, on a le PSA, mais par exemple, dans le cancer du pancréas, il n'y a pas de marqueur qui circule. Donc ce qu'on essaye, c'est, avec des nouvelles technologies d'analyse de l'ADN dans le sang, de développer des nouveaux marqueurs qui nous permettent de détecter des quantités très faibles d'ADN du cancer. Et donc, le test parfait serait finalement un test pan-cancer qui nous permettrait de faire une prise de sang et de dire « Ah, d'abord j'ai de l'ADN de cancer qui circule » et ensuite, en fonction du type d'anomalie, de dire « c'est plutôt de la famille de tel cancer ou alors spécifiquement tel cancer » et ensuite d'aller diriger des examens sur ces cancers-là. Donc oui, c'est une voie d'avenir, mais il ne suffit pas d'avoir un test, il faut aussi prouver qu'il a un bénéfice. Vous savez que, je reprends l'exemple du PSA qui est très simple, qu'on fait partout. La pertinence de faire du diagnostic
à l'échelle d'une population du cancer de la prostate est très très questionné. On a un outil, il y a la mammographie pour le cancer du sein, etc. Mais on a un outil, ensuite il faut démontrer qu'on diminue l'incidence du cancer, qu'on augmente le taux de survie de ce cancer-là parce qu'on a des stades plus petits qu'on peut guérir, et puis idéalement qu'on augmente la survie globale. Alors toujours en amont, Benjamin Babès, Gustave Roussy a lancé un programme qui consiste à suivre des personnes à haut risque de cancer avec un objectif, intervenir avant même que le cancer ne se déclare. Ça paraît de la science-fiction. Alors ça, c'est un très très beau programme mené par la brillantissime Dr Suzette Delaloge. Le principe d'interception, c'est d'abord d'identifier des groupes de personnes à haut risque d'un cancer. Je vais vous prendre un exemple très très simple. Les gros fumeurs sont à risque de cancer du poumon, des voies aérodigestives supérieures, ORL, et de la vessie, globalement. Ça augmente aussi d'autres types de cancers, mais les grands types de cancers liés au tabac, c'est ceux-là. Et c'est de se dire, ces patients gros fumeurs, je vais leur proposer une demi-journée par semaine où il va y avoir un test de dépistage, qui sera un scanner du poumon, une consultation avec un médecin avec le résultat de ce test, de l'explication sur le risque du cancer, pas seulement du tabac, mais des risques liés à l'alimentation, le bénéfice de l'activité physique, donc avec des ateliers, évidemment de l'accompagnement pour le sevrage tabagique, et puis des prélèvements qui sont demandés aux patients s'ils sont d'accord pour essayer de trouver ces fameux tests et de comprendre qui va développer un cancer. Le but, et je vais garder le même exemple parce qu'il est finalement assez simple, c'est de se dire, dans le cancer du poumon, quand il est à un stade métastatique, on peut proposer une immunothérapie. Est-ce que chez un patient qui serait un gros fumeur, si le patient s'engage et arrête de fumer, parce qu'il faut évidemment arrêter le facteur de risque, une immunothérapie préventive permettrait de diminuer le risque de cancer lié au tabac, puisque le cancer du poumon est sensible à l'immunothérapie, le cancer ORL également, le cancer de la vessie également. Et donc on se dirait peut-être qu'une courte immunothérapie chez un patient qui n'a pas de cancer mais qui est à haut risque de cancer permettrait de prévenir ces cancers-là. C'est le concept. Interception, c'est le nom du programme, parce qu'on veut toucher les cellules cancéreuses ou précancéreuses avant qu'elles ne deviennent invasives et provoquent un cancer, et évidemment un cancer métastatique. Donc oui, concept tout nouveau, on est dans le champ de la prévention, et au-delà, on est dans le dépistage, mais aussi de la prévention active, pas seulement en diminuant les facteurs de risque, mais peut-être avec des interventions thérapeutiques de médicaments pour prévenir le cancer. Ça, c'est assez incroyable. Un dernier mot. Certains disent que le cancer pourrait devenir demain une maladie chronique, un peu comme l'est le diabète. Est-ce que ça vous paraît crédible? Est-ce qu'on le verra de notre vivant, vous et moi? Alors c'est crédible parce que moi, je suis des patients que j'estime être atteints d'une maladie chronique qui est le cancer, parce que je les suis depuis plus de 10 ans avec un cancer actif métastatique et qu'on arrive à contrôler avec des traitements chroniques. Donc oui, c'est une réalité. La question que vous posez, c'est est-ce que ce sera une réalité pour tout le monde? Oui. C'est l'ambition de Gustave Roussy. Le cancer est une maladie complexe qui a la particularité de s'adapter très vite et très facilement. Et donc, une des clés va être de l'attraper tôt et puis de comprendre les mécanismes de résistance aux médicaments pour aussi prévenir ces résistances et que nos médicaments soient plus efficaces plus longtemps. Merci infiniment, Benjamin Babès, d'avoir répondu aux questions de la Mutuelle Générale.